La Finlande est un pays riverain de la mer Baltique, à la croisée de la Russie, de la Norvège et de la Suède. Si le pays est vaste, sa population, elle, est faible, moins de 6 millions d'habitants. Toutefois, son économie est florissante, le pays étant industrialisé et développé. Sa situation économique lui permettant donc d'entretenir une armée vaste, bien équipée et bien entraînée. Armée que son histoire lui a appris à tenir prête. En effet, la Finlande a, durant des siècles et des siècles, été soit sous la dominance de son voisin de l'Ouest, le royaume de Suède, soit sous celle de son puissant voisin de l'Est, l'Empire tsariste. Ce n'est qu'en 1918, après une brève guerre civile découlant des révoltes bolcheviques russes, que le pays aura son indépendance. Indépendance qu'il va rapidement devoir défendre. En effet, voulant sécuriser la zone de Leningrad, Staline va déclencher la guerre d'hiver. Durant cette dernière, plus de 800 000 soldats soviétiques vont se lancer à l'assaut du petit État nordique. Malheureusement pour eux, la situation ne va pas être aussi facile que le pensent leurs généraux. Les forces finlandaises, connaissant parfaitement le terrain et le climat, possédant une doctrine de combat tout à fait adaptée, vont étriller l'armée rouge durant tout l'hiver. C'est plus de 300 000 soldats russes qui vont trouver la mort durant le conflit. Malheureusement pour les Finlandais, leur résistance héroïque ne va pas durer. Face aux situations climatiques qui vont s'améliorer avec l'arrivée du printemps, face à l'arrivée de nouveaux renforts, de nouveaux équipements, ainsi que d'officiers plus compétents, les forces soviétiques vont revenir à l'attaque et finir par briser leur résistance. Ce qui conduira Helsinki à demander une paix à Moscou. Paix qui prendra la forme de vastes amputations territoriales, notamment au nord de Leningrad. La perte de la très riche et industrielle Karélie va créer un traumatisme dans le peuple finlandais, créant une colère qui explosera en 1941. En effet, à cette date, la Finlande va participer à l'invasion de l'URSS par l'Axe, avec pour objectif et mission de récupérer les territoires perdus. Toutefois, jamais la Finlande n'entrera dans l'Axe, ce qui lui permettra en 1944 de demander une paix partagée à Moscou et d'éviter l'invasion du pays. Toutefois, cet acte de capitulation ne permettra pas au pays d'éviter le traité de Paris de 1947, qui traitera du sort des petites nations membres de l'Axe. Ainsi, elle se verra, lors de ce traité, imposer de très strictes restrictions militaires, ainsi que l'occupation des îles au sud de la Finlande. Toutefois, afin de ménager le pays, la Russie ne donnera pas suite à l'occupation des îles. Toutefois, les restrictions militaires, elles, auront bien lieu, et ce, jusqu'à la fin de la guerre froide. Maintenant que nous avons fait un rapide tour de l'historique de l'armée finlandaise, nous allons pouvoir voir les missions qui lui sont confiées. Alors, ces missions, il y en a deux. La première, c'est d'assurer la sécurité et l'indépendance du pays, surtout vis-à-vis de son puissant voisin de l'Est, la Russie. La seconde mission, c'est de participer aux missions internationales de maintien de la paix. Alors, c'est soit les missions de l'ONU, soit les missions de l'Union européenne, mais aussi des missions d'alliés. Ainsi, la Finlande participe à l'opération Barkhane. Alors, pourquoi participer à toutes ces missions ? Eh bien, il y a deux avantages à cela. Le premier, c'est de gagner du prestige à l'international, de montrer qu'on est un acteur actif de la société internationale. Le second, c'est de tisser des liens avec d'autres puissances. Ainsi, sa participation à l'opération Barkhane a rapproché la Finlande de la France, tout en travaillant sur l'interopérabilité des deux armées. Alors pourquoi faire cela ? Eh bien c'est très simple. La Finlande ne fait pas partie de l'OTAN. Si la Russie l'envahit, elle n'a aucune garantie
que des alliés viendront à son secours. Tisser des liens avec des pays, comme la France, qui est l'une des deux grandes puissances militaires européennes, c'est assurer, à presque tous les coups, une intervention extérieure en cas de conflit. Interventions qui lui seront vitales si elle ne veut pas être envahie, car l'armée finlandaise n'a pas les capacités de tenir éternellement lors d'un conflit. En effet, depuis la guerre d'hiver de 1939, la Finlande sait qu'elle ne veut pas gagner un conflit prolongé contre la Russie. Ce qui nous amène donc à nous interroger sur la stratégie de l'armée finlandaise. Eh bien, c'est pas vraiment la stratégie de l'armée finlandaise en elle-même, ça va être une stratégie carrément nationale. Cette stratégie a deux axes. Une purement militaire, c'est une stratégie de dissuasion. L'armée finlandaise doit être capable de faire subir le maximum de dommages possibles à une armée envahisseur, afin de rendre le coût de conquête tellement prohibitif que cette dernière n'aura aucun intérêt. La seconde partie de la stratégie, c'est une stratégie qui englobe toute la société. C'est ce qu'on appelle la stratégie de défense totale. Cette dernière veut que chaque ministère soit prêt à une guerre, avec un plan prêt qui va permettre à l'État de mobiliser l'intégralité de ses ressources afin de faire face à une invasion. Cette stratégie a aussi un autre aspect, c'est l'aspect du réserviste, et donc du citoyen soldat. Alors, après le traité de Paris de 1947, l'armée finlandaise est réduite à 25 000 hommes maximum. C'est trop peu pour assurer la défense du territoire. C'est là que va entrer en scène le réserviste. Alors déjà, durant la guerre de 1941 et la guerre d'hiver, le réserviste avait formé l'ossature du soldat finlandais, avec les réussites que l'on connaît. Là, ça va arriver carrément dans un nouvel espace, ça va atteindre un nouveau niveau. Car vu que l'armée professionnelle ne peut pas être suffisante pour tenir tête à l'invasion russe, le réserviste va vraiment être en première ligne, être la première force. C'est pour ça que l'armée finlandaise investit chaque année dans le service militaire de gros moyens. De plus, c'est l'une des armées avec sûrement Israël qui a un taux de rappel aussi élevé. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini votre service militaire qui doit durer dans les 6 mois, vous revenez une semaine ou deux par an afin de voir si les acquis sont maintenus et de essayer le nouveau matériel. Ainsi, grâce à cette méthode, l'armée finlandaise se retrouve avec un réservoir humain plus important qui lui permet, en cas de conflit, d'avoir presque 300 000 combattants à opposer aux forces armées russes. Ce qui est tout à fait acceptable pour un pays de cette taille et de cette population, et tout à fait suffisant afin de retenir l'armée russe, du moins pour un temps. En plus, dernier avantage, c'est qu'un réserviste ne coûte quasiment rien à l'armée sur son budget, contrairement à un soldat d'actif qui va avoir une solde régulière. Ainsi, le réserviste va avoir une place très importante dans la stratégie de défense finlandaise, mais aussi dans sa société. Ainsi se termine cette première partie de Firepower sur l'armée finlandaise. Nous verrons prochainement, dans un épisode qui sortira très bientôt, comment cette stratégie de dissuasion est mise en œuvre par la Finlande. Bien sûr, nous verrons ensuite plus en détail, dans chaque branche militaire, comment elle est mise en œuvre. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt.